Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis avec Jean-Pierre Petit. Alors là, c'était pas une interview prévue, et nous voici là, chez vous, chez toi, je peux te tutoyer? Oui, pas de problème. Parce que quand on voit un visage comme ça, aussi rayonnant que ça, agréable, je veux dire, le premier contact que j'ai eu avec toi était, je me suis tout de suite dit, il y a quelque chose de... Ça promet d'être une belle vidéo avec plein d'informations très enrichissantes. Comme vous le savez, j'adore barouder dans le monde entier pour rencontrer des personnes qui sont passionnées par leur sujet. Et vraiment là, je sens, tu as 82 ans, Oui. Tu as passé plus de 40 ans de ta vie sur ce sujet. Alors c'est un sujet qui a été dévié, enfin on va dire, bon, comment le qualifier, hein. On en a peur, certains en sont fascinés, d'autres en sont peur. On va parler des extraterrestres, des voyages interstellaires, de la vie en dehors de cette planète, parce que oui, nous sommes pas les seuls j'allais dire sur Terre également, mais dans cette multivers, on va dire. On peut dire multivers. Mais surtout, il y a une chose, c'est que les voyages interstellaires sont faisables. Ouais. Hein, la science dit que ça n'est pas faisable. Il y a une barrière, la barrière de la vitesse de la lumière qui nous interdit ces voyages. Oui. Et moi, je suis en train de briser ça et c'est pas bienvenu, quoi. Bon, alors on va en parler un petit peu plus parce que comment c'est venu tout ça? Parce que finalement, tu as été dessinateur, tu as été directeur du CNRS, tu es auteur, là je lisais ton passionnant livre. J'ai pas été directeur du CNRS, j'ai été directeur de recherche. De recherche, voilà. Ce qui est énorme. Ouais, bon. Ce qui paraît très rationnel, logique. Et alors, comment on passe de ça à... Parce que j'ai un cousin qui travaille au CNRS, comment on passe de quelque chose de très rationnel à finalement d'oser révéler de telles informations? Mais parce qu'il y a une problématique scientifique. Je peux t'expliquer d'où c'est venu, par exemple. Moi, j'avais une espèce de canon à gaz avec lequel je faisais des expériences. Puis à un moment, avec cet appareil, j'ai pu fabriquer des ondes de choc sans obstacle mobile. Et je me suis dit, tiens, mais si je peux fabriquer des ondes de choc sans obstacle mobile, alors peut-être que je peux enlever les ondes de choc sur un objet qui se déplace à vitesse supersonique. Et ça, c'est la problématique des ovnis. Les ovnis se déplacent rapidement, ils font pas de bruit. Et là, tout d'un coup, en tant que scientifique, on met le doigt dans un problème comme ça et on ressort plus. C'est fini, il faut qu'on aille au bout. Mais il y a plein de scientifiques qui tombent sur des trucs comme ça et qui osent pas après sortir du moule, on va dire, ou de... Je sais pas, mais après... on fait un métier qui consiste à aller vers la vérité. Et moi, je peux pas faire demi-tour, c'est tout. Ouais. Quand on m'a dit non, ça, on n'étudie pas, c'est pas possible. Voilà. Et là, on fait quoi? Alors, dans ces cas-là, on se met indépendant, on continue de faire ses recherches, comment on fait face à une telle découverte? On opte pour la seule stratégie pour un chercheur qui lui donne la liberté, c'est le papier-crayon. Et moi, j'ai 40 ans de papier-crayon. Je suis devenu théoricien par la force des choses. Parce qu'avec ça, et alors on m'a couper tous les crédits, vraiment. Mais c'est ça, t'es encore en vie. Oui, mais je suis encore en vie, mais rappelle-toi, on était trois, il y avait Bounias, Benveniste et moi. Je suis le seul survivant. Et oui. Eh oui. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Parce que, quand même, ta vie a été comme, on peut dire, digne d'un film d'espionnage, quoi. Oui, tout à fait. Hein? Oui, il y a eu des histoires de ce genre. T'as dû avoir peur de temps en temps, parce que ce que tu révèles, non, l'information que tu révèles. J'arrive pas à avoir peur. Je suis trop curieux. La curiosité est plus forte que tout chez moi. Et la joie. La joie, surtout la curiosité, quoi. Il y a une chose, je pense que je suis un peu un s'aventurier. Tu sais, en étant jeune, j'ai eu des tas d'activités. J'ai par exemple été plongeur d'amphore, j'ai été pionnier de deltaplane, j'ai été, regarde, là c'est j'ai été conducteur de safari au Kenya, tu vois. Voilà. Donc pour moi, ça c'est ma normalité. Mais c'est pas normal ou c'est pas la norme de parler des ovnis, d'oser en parler, de parler des... Parce que de dire, mais on serait pas les... qu'il y a d'autres formes de vie et que non seulement ça, mais que nous sommes pas les plus intelligents et peut-être qu'il y a justement de l'information à recevoir. De nombreuses personnes ont reçu, même toi-même, tu as reçu de manière assez extraordinaire toute cette information. Parle-nous-en de ces contacts-là, parce que c'est quand même... Tu vois, je vais te dire la chose suivante. Je dirais, après plus de 40 ans dans cette histoire-là, c'est vrai qu'il y a un moment où on peut se dire, mais tout ce que j'ai vécu, tout ce que je prétends avoir vécu, tous ces souvenirs, mais est-ce qu'il ne s'agit pas d'une fabulation? Est-ce que je ne me raconte pas des histoires? Alors je vais dans ma salle de bain et je regarde... tu poses la question? Ah oui, j'ai une cicatrice comme ça près du nombril, et cette cicatrice ne correspond pas à une opération, et elle est là depuis des années, elle ne bouge pas. Elle est arrivée comment cette cicatrice? Justement, j'étais dans cette maison, et puis je venais de finir mon déjeuner tout seul,
Et à ce moment-là, j'ai eu une grosse sieste qui a duré plus de 12 heures. Alors je suis allé dans la salle de bain qui se trouve là, et puis en enlevant mon t-shirt, je me suis retrouvé avec une cicatrice, avec des hématomes, enfin un truc très exotique, quoi. Donc, différent d'une cicatrice normale? Ben, c'est une cicatrice profonde. D'abord, moi, je montrais ça à un copain chirurgien qui m'a dit que tu as une cicatrice des plans profonds. D'ailleurs, on la sent très bien. Quand on la palpe, on sent qu'il y a une bourrelet-dur. C'est pas une griffure de chat. Voilà. Alors, après, mais il y a des histoires hallucinantes que je te racontais tout à l'heure. Mais alors, cette cicatrice, qu'est-ce que ça a fait? C'est-à-dire que tu t'es aperçu de cette cicatrice, elle était fermée au réveil, en fait, elle était là déjà existante. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant ce moment de sieste? Mais on ne se retrouve pas avec une cicatrice et des hématomes comme ça après une sieste. Il s'est forcément passé quelque chose. Disons, on peut s'érafler, on peut se cogner, mais se cogner et rafler, c'est très compliqué, quoi. Oui. Puis en plus, le fait qu'il y a un bourrelet profond. Alors là, on arrive à des histoires dignes des films de Spielberg. Oui, c'est pour ça, qu'est-ce que t'en as fait, toi, de ça? Mais, comment dire, j'ai 2 bouquins qui ont été édités au Japon. Et alors, un jour, mon traducteur, qui s'appelait Nakajima, vient en France, et j'habitais à Aix à l'époque. Alors, il loue une maison à Aix-en-Provence, il arrive le samedi, et il m'appelle le dimanche matin en me disant « Allô, monsieur Petit, c'est Nakajima, oui, bien, formidable, on va se voir. Oui, mais est-ce que vous pourriez venir maintenant ?» Maintenant, oui, c'est si urgent, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu difficile d'expliquer au téléphone. Et j'arrive, je frappe à la porte, et il lève sa chemise, il me dit « J'ai la même cicatrice. » Ah. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. Et c'est pas, on peut pas se faire un truc comme ça avec un cutter, c'est pas possible. Alors, je vous raconte aussi une autre histoire. Avec ma femme, on revient d'Égypte. Et puis elle me dit, tu sais, je commence à connaître ton anatomie, mais tu as quelque chose là bizarre. Et effectivement, j'avais ce qu'on appelle une hernie sus-ombilicale. On a la peau névrose qui est là, puis quelquefois quand on vieillit, ça fatigue un peu, on a un petit bout d'estomac qui sort. Bon, alors mon médecin me dit, voilà, on va te faire recoudre. Alors je vais à Aix, j'ai un chirurgien qui me dit, oui, vous avez un petit machin, je vais vous recoudre. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? À ce moment, je réponds pas. Il me dit, écoutez, je vais vous ouvrir le ventre dans 2 jours, il faut quand même me le raconter. Et à ce moment-là, je lui raconte cette histoire, il me croit pas. Il a un petit sourire. J'ai dit, il a pris un coup de couteau avec un parent, il peut pas me raconter la vérité, quoi. Alors après, quand on part dans la salle d'opération, moi je suis sur la table à roulettes pour une anesthésie générale, et je lui dis, si vous trouvez quelque chose à l'intérieur, vous me le gardez. Il se marre, il me dit, oui, d'accord. Alors, on y va. Et quand je me trouve en salle de réveil, vous savez, ces petites boîtes transparentes avec un couvercle rouge qu'on utilise pour les analyses d'urine. Moi, j'émerge, je me retrouve avec ça dans la main, avec un truc au fond. Et alors, l'infirmière arrive et je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est ce qu'on a trouvé à l'intérieur. Un implant. Alors, elle me dit, je suis désolé, mais il faut qu'on l'analyse. Elle me l'a piqué. Et à cette époque-là, j'habitais à Bruxelles. Donc, je suis reparti et cet implant a disparu. Bon, cet implant a disparu. Disons que les gens ont analysé ça pour voir s'il y avait des tissus cancéreux, ça c'est normal. Puis s'il n'y en a pas, c'est parti à la poubelle. Mais vous voyez, des histoires comme ça, mais... Mais alors ces implants, on va parler de ces implants, donc c'est-à-dire qu'ils servent à quoi? J'en sais rien, mais il y a une semaine, je rencontrais des gens qui étaient aussi, des gens qui avaient été abductés. Oui. Et il y a un type qui est venu qui me dit, je suis content de vous rencontrer, moi j'ai mis 20 ans à parler, c'est Catherine, j'ai la même, au même endroit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? 8 cm à gauche du nombril. Mais quand on est chercheur, forcément, on s'intéresse à ce qui s'est passé, pourquoi ils sont là, leur intervention, qu'est-ce qu'ils souhaitent de nous, et dans quel ordre tout ça s'est passé, est-ce que les humains sont venus avant, est-ce qu'on est... Oui, non mais... Vous voyez que c'est l'aventure, quoi. Oui, j'ai envie d'entendre. Mais oui, c'est l'aventure. Moi, je suis un aventurier, je trouve ça passionnant. Vous savez, pendant des années, je suis en Espagne, mais qu'est-ce qu'on s'est amusé. Par exemple, on va s'amuser un petit peu. C'est vrai que c'est bon de rire un peu dans cette situation dramatique actuellement. Alors, c'est vrai que quand je connaissais les Espagnols, j'avais fait plusieurs missions là-bas, puis à un moment, je leur dis, vous pouvez pas dire à vos copains extraterrestres, parce qu'ils les avaient au téléphone, moi, j'aimerais les rencontrer. Alors, un jour, j'aimerais bien faire une interview avec. Voilà. Alors, je t'aurais demandé, hein. Voilà. Et alors, finalement, elles me disent, oui, il faut venir à Madrid, tel jour, dans un hôtel sans vie. Bon, alors, j'avais un copain qui faisait un peu office de traducteur, il était bilingue, donc on arrive dans cet hôtel, on nous loge dans une petite pièce tout à fait au fond d'un couloir, puis alors on attend 24 heures,
une première nuit, puis le lendemain, je dis, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Non, non, ils ont dit qu'il fallait attendre, qu'il fallait attendre. Et la seconde nuit, alors là, j'ai entendu gratter derrière la porte s'ouvre. Moi, je suis complètement comme de la guimauve, j'ai perdu complètement toute tonus physique. Il y a des types qui rentrent, qui m'attrapent, qui me tiennent par le menton, qui me mettent un gros projecteur bleu en face, comme ça, je pars dans le potage. Et puis, après, je sors de ma conscience, que j'ai l'impression d'avoir la tête posée sur de la glace. Et à ce moment, je vois un type qui passe avec un appareil. Voilà, autrement dit. Et alors, je me réveille avec des douleurs dans la verge, parce que j'ai eu droit à une intubation. Ce qui les intéresse, c'est... Qu'est-ce qui les intéresse? Ce qu'on a dans les roupettes pour les hommes, et également des histoires avec les femmes aussi, voilà. Ah oui, ça les intéresse? Ah ben écoutez, ça, j'ai l'impression que c'est... Oui, mais vous savez... Parce que certains disent qu'ils nous surveillent, qu'ils sont là prêts à intervenir, qu'ils aideraient... Mais oui, ils nous observent, en fait, on est purement un laboratoire... La déception. Vous arrivez là, on dit, écoutez, je veux bien être ambassadeur, rencontrer les gens, venez, et j'ai droit à une visite médicale. Ouais. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit, bon, on doit être des hamsters, quoi. Oui. Hein, 2 hamsters dans une cage qui se demandent, mais pourquoi est-ce qu'ils discutent pas avec nous? C'est ça, quoi. Ouais. Voilà, bon. Maintenant... Et pour discuter avec eux, alors? Bah, écoutez... Parce que eux interviennent sans notre accord? Mais ils écrivent, ils parlent, ils téléphonent, voilà, c'est tout, voilà. Voilà, mais je veux dire que... Non, mais vous, ça lui paraît d'un banal et d'un normal, mais quand on n'a pas entendu ça... Mais comment ces communications se passent? Je veux dire, comment peut-on rentrer en communication et recevoir recevoir de l'information comme vous? Vous avez les courriers, vous avez les mails, et puis vous avez les coups de téléphone, des choses comme ça, voilà. Alors, mais comment on les reconnaît de d'autres? Ah oui, alors là, le critère, c'est le contenu scientifique. Hein. Et vous avez beaucoup de fausses informations qu'on en reçoit au kilomètre, de gens qui vous racontent des banalités. Là, c'est pas des banalités. Ce sont des choses comme, par exemple, vous devriez considérer que nous vivons dans un espace de l'ermite et appliquer la technique de Souriau, enfin des choses de maths, Alors, mais l'email part bien de quelqu'un. Bah oui, mais comment voulez-vous savoir de qui ça vient? Un email, c'est anonyme. Mais c'est le contenu qui est intéressant. Moi, je m'en fous. On me dit, mais vous recevez des messages, qu'est-ce qui vous dit que c'est authentique ou pas? Mais j'en sais rien. Mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça donne? Et moi, depuis 40 ans, j'accumule les publications dans des revues scientifiques de haut niveau. Oui. Et je crée même un certain désordre, une inquiétude, je dirais. Hein. Oui. Regardez, par exemple, ce modèle Janus, ça vient entièrement de là. Oui. Hein, alors, en 67, ces gens racontent, vous devez considérer qu'il n'y a pas un univers mais 2, que la flèche du temps est opposée dans le 2e univers. Des tas de données scientifiques de genre là. Oui. Moi, j'ai simplement construit tout ça. Et la plupart d'entre elles ont été reçues par email. Non. Il y a eu beaucoup de choses qui sont venues d'Espagne, par exemple, avec ces données. Il y a quand même 1 millier de pages là-dedans. Ouais. Et moi, j'ai exploité ce truc-là. Je me suis amusé énormément. Écoutez, c'est formidable. Et à les tester, surtout. Mais vous savez, oui, à les tester, mais par exemple, à un moment, j'ai vu la solution d'un problème de maths qui restait non résolu depuis un siècle. J'ai publié ça en 2015, dans une revue, tamponnée, une revue de qualité. Mais mes collègues serait terrifié à l'idée que je parle de ça. Parce que je dirais, voilà, vous voyez ce genre de problème-là, la métrique de Schwarzschild a 2 singularités, on ne sait pas s'en débarrasser, et ben j'ai une solution, vous voyez, je vais utiliser ce changement de variable très tarabiscoté, et oh merveille, tout fonctionne. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui dira, d'où est-ce que ça sort? Oui. Comment voulez-vous que je dise? Écoutez, je vais dire la vérité. Là, vous la dites, là, par exemple. C'est un coup de téléphone. C'est un coup de téléphone. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que cette solution mathématique, elle fonctionne et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça sort. Et pourquoi vous, alors? Ils vous ont choisi, vous avez demandé? D'abord parce que je me suis accroché comme un beau diable. Ouais. Ah oui, quand même. Oui, mais aussi... vous aviez essayé tout seul de trouver les solutions? Oui, mais je veux dire que ce que j'ai compris, moi, à travers tout ce panorama, disons, c'est ce que ça signifiait. Je pense qu'une des choses qui m'ont le plus impressionné, c'est de découvrir dans ces textes-là l'idée que la dérive des continents est un phénomène rare. Par exemple, ça a quel effet la dérive des continents? Eh ben, les continents se cognent dessus et ça crée les Alpes, ça crée l'Himalaya, et puis également ça se sépare, ça fait des océans. Et imaginez que ça ne puisse ne pas se produire. Ben, il y a une chose, c'est que maintenant, la thèse scientifique à laquelle on croit le plus pour l'origine de la Lune, c'est une collision. Donc vous lirez partout que la Lune, c'est un morceau de la croûte terrestre qui s'est éjecté et on a pris à une planète de la taille de Mars qui même a coulé au centre de la Terre. Très bien. Mais ce qu'on raconte pas, c'est que cette planète, quand elle arrivait, elle avait une énergie 1,5 de MV2.
et ça l'a transformé en chaleur. Donc ça a réchauffé le magma. Alors avant cette collision, on avait un continent unique, on avait des reliefs inexistants. S'il y a une chose que les extraterrestres ne font pas chez eux, c'est du ski. Quand ils arrivent chez nous, ils sont étonnés en disant, vous savez, là-bas, ils ont des reliefs pas possibles, ils ont des remontes-pentes et ils descendent. Peut-être qu'ils viennent chez nous pour faire du ski, je ne sais pas. Mais voilà. Et alors, à ce moment-là, mais s'il n'y a pas de dérive des continents, à ce moment-là, il y a 500 fois moins d'espèces chez eux que chez nous. On est un zoo incroyable, 500 fois moins, c'est le chiffre qui donne. Moi, je pense que c'est plausible. Et non seulement des espèces végétales, animales, mais également des ethnies. On a 500 ethnies sur Terre. Des gens qui parlent des langues différentes, qui vivent à des époques différentes. Il y a des gens en Papouasie qui font du feu avec des baguettes pour un âge de pierre. Puis à côté de ça, vous avez des gens qui ont des téléphones portables avec lesquels ils filment. Voilà. Et comment voulez-vous que tous ces gens s'entendent? Et alors, à ce moment-là, on est arrivé à une maturation technologique qui fait qu'on arrive à l'orée des voyages interstellaires, mais que notre équilibre social et politique est loin d'être fait. Vous comprenez? Mais est-ce que c'est vraiment la priorité alors que c'est déjà un sacré bordel sur Terre? Quand on parle voyage interstellaire, alors qu'on n'arrive même pas à gérer notre planète. Moi, ce que j'ai compris, c'est non, mais c'est vrai. Écoutez, comment dire? Qu'est-ce que c'est que la vie? Est-ce qu'on peut dire des choses qui ne soient pas des bêtises complètes? La vie, c'est se complexifier et étendre son champ relationnel. C'est phénoménologique. Vraiment, tout le monde est d'accord pour ça. Mais alors, à ce moment-là, si c'est étendre son champ relationnel, vous voyez, avec ce petit appareil que vous avez au bout de votre bâton, là... Qui nous sauve la mise, parce voilà, et on peut téléphoner en Nouvelle-Guinée, si on veut. Voilà. Il y a pas vous vous rendez compte? C'est-à-dire que la Terre est entièrement interconnectée. Alors, à ce moment-là, on se pose la question, est-ce que c'est la fin de l'histoire? Est-ce que ça s'arrête là? Et si ça ne s'arrête pas là, alors on va entrer en contact avec d'autres systèmes. Et pour entrer en contact avec des systèmes, il fallait la technologie. Et figurez-vous, moi je dis la technologie, c'est fait pour ça. Vous comprenez? C'est pas fait pour faire des armes, c'est pas fait pour se taper dessus, c'est fait pour permettre la communication et la connexion avec des autres systèmes. Sinon l'univers n'a pas de sens. Sinon ça veut dire, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'a fait le vivant? Il a tout fait pour permettre aux êtres de communiquer de plus en plus. Que ce soit au niveau des êtres municellulaires, pluricellulaires, on s'est doté d'organes de perception, la voix, l'oreille, après on a inventé l'écriture, etc. Donc on arrive à un système, quand on dit, vous voyez, le mot-clé maintenant, les médias, c'est comme ça, vous êtes connectés. Hein, on est connecté, tout le monde est connecté. Mais oui, on est connecté. Mais tout d'un coup, on se dirait, ben voilà, on est très connecté, mais on reste enfermé sur la Terre. Et si on se dit tout d'un coup que ce schéma d'extension de la connexion, c'est sans limite, alors il fallait aller vers d'autres planètes. Et là, on a autour de nous des gens qui disent, c'est dommage, ils sont arrivés à un moment où ils pourraient comprendre que c'est à ça que ça sert, et ils continuent à se taper sur la gueule avec la technologie. Oui, la technologie, tout ce qu'on a, les maisons, les vêtements, la paire de lunettes, tout ça, ce sont des retombées. Voilà. Mais c'est rien par rapport à la technologie qui existe et ce qu'on pourrait... Enfin, je veux dire, ces vaisseaux, les ovnis, ce moyen de se déplacer, de communiquer, on parlait même de... Est-ce qu'on peut parler ici de télétransportation comme non, le faisait... non, c'est une technologie, si vous voulez... essayez d'imaginer des gens en Papouasie qui découvrent un Boeing 747. Bon, c'est extraordinaire, mais c'est jamais que du kérosène qui brûle, vous voyez. Voilà, mais cette technologie pour faire des voyages interstellaires, ça peut paraître surréaliste, mais c'est pas des choses fantastiques. Oui, mais il n'y a pas que ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ces voyages interstellaires, c'est une chose parmi tant d'autres qu'ils ont à nous apporter. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de chercheurs qui ont reçu aussi des informations. Il y a des percées, il y a des avancées scientifiques, il y a des choses qu'on utilise au quotidien qui viennent pas des humains. Vous savez, il y a une chose qu'on commence à réaliser maintenant, c'est que la nature est plus intelligente que nous, hein. Oui. Parce qu'actuellement, on est en train de bricoler la nourriture, on s'aperçoit qu'on a des pommes qui n'ont plus de goût, et dommage, parce que ce qui avait du goût, c'est ça qui nous prévenissait contre le cancer, des choses de genre. Tout ce qu'on fait, on est en train de bousiller notre biotope complètement. Mais ça, c'est vrai, bon, carrément. Voilà. Mais moi, ce qui me fascine, c'est l'information qu'on reçoit d'eux et à quel point ça pourrait nous améliorer des choses au quotidien sur cette Terre. Je veux dire, mais vous savez, le voyage interstellaire, les gens se disent, mais pourquoi ils prennent pas contact avec nous? Mais bon sang, mais comme vous voyez ce que les scientifiques font, j'étais en train en ce moment d'écrire un petit bout de bouquin comme ça, et je revenais sur un type qui est mort maintenant, qui s'appelle Payan. Un jour, il m'a amené un document qui pouvait m'intéresser, qui s'appelait Évocation des cancers. C'était un projet d'armes cancérigènes françaises. Vous entendez?
des armes cancérigènes. Voilà. Autrement dit, on fait n'importe quoi. Mais l'armée, mais c'est épouvantable. Moi, j'ai été très lié avec Grothendieck, mathématicien, parce qu'on avait la même phobie par rapport à l'activité militaire. C'est pas, vous vous rendez compte qu'actuellement, quand on voit tous les problèmes qu'il y a sur Terre, mais si on voulait consacrer l'argent qu'on dépense aux armements pour résoudre les problèmes, il n'y en aurait plus. Moi, je me rappelle une époque, au moment de la guerre du Vietnam, on disait, oui, si on pouvait prendre l'argent qui permet de construire un B-52, on ferait un hôpital, mais si on pouvait consacrer l'argent avec lequel on fait un B-2, c'est encore plus chic. Vous voyez, mais est-ce qu'on réalise des trucs pareils? Et puis, franchement, quand on voit je sais pas, on voit des choses, par exemple, je me rappelle, je crois que c'était au Mexique ou en Amérique du Sud, à un moment, on a arrêté un couple qui tuait les gens et qui prélevait les organes pour les vendre. Vous voyez, ça existe. Donc, il y a une chose, c'est que, qu'est-ce que m'a amené ces expériences? C'est à regarder la Terre avec un œil d'extraterrestre. Ah oui, tout d'un coup, vous dites, tiens, si je regarde... Alors déjà, les terriens, c'est quand même des gens sympas, quoi. Ils ont des talents, même ils ont de l'humour. C'est pas sûr que les extraterrestres en aient. Voilà. Mais à côté de ça, on n'a pas besoin d'aller très loin pour voir qu'on laisse mourir tout le monde, quoi. Mais ces voyages interstellaires, vous dites on est capable, on pourrait les faire. Parce que eux aussi, je suppose qu'il y a des guerres, où il y a des challenges, où il y a des conflits, où il y a des choses. Je veux dire, pourquoi? Non. Il n'y en a pas. Mais non, parce que ça s'arrête au bout d'un certain temps. Par rapport à un niveau de conscience? Exactement, c'est pas possible autrement. Je veux dire que si on avait une terre plate, s'il n'y avait pas tous ces conflits interethniques, il y a un moment où ça se calmerait. Regardez, par exemple, il fut un temps où les gens s'entretuaient de vallée à vallée. Puis alors après, regardez la France au XIIe siècle. Il y avait l'Aquitaine, les Anglais étaient ici, les Français étaient là. Il y a la guerre de 100 ans. Bon, maintenant, c'est fini. Sur le territoire français, on ne s'étrie plus de province à province. Il y a progrès, quoi. Bon, après, la guerre avec l'Allemagne, on s'est quand même tapé 2 guerres mondiales qui étaient pas mal. Vous imaginez des tranchées, tout ça, des millions de morts. Bon, voilà, on peut dire, les guerres inter-européennes, c'est terminé. Mais c'est fini, ça va continuer ailleurs. Vous réalisez? Donc vous dites que plus on est vraiment... On se considère, nous, très intelligents, mais vous dites que notre intelligence n'est que... Enfin... Un vernis. Au mieux. Par rapport à ce qui est... Parce qu'une fois qu'on atteint une certaine forme, en effet, d'intelligence plus globale, on n'a plus de raison de s'entretuer, plus de raison de... Et puis surtout, plus de raison de démolir la planète. De démolir la planète. Enfin, regardez, par exemple, je sais pas, mais il y a des choses tellement simples. En Belgique, les gens ont des bouteilles en verre consignées. Là, on s'aperçoit qu'on distribue du plastique partout. On trouve des baleines mortes qui ont mangé 25 sacs en plastique, etc. Bon, est-ce qu'il y a un gouvernement, par exemple en France, qui dirait maintenant, on va prendre une mesure, on va faire désormais la flotte, les jus de fruits, ça va être dans des bouteilles en verre, puis elles seront consignées. Parce que même maintenant, vous avez des poubelles spécialisées, vous mettez votre bouteille en verre. Mais vous vous rendez compte la quantité de pétrole qu'il faut pour les fondre? C'est idiot. Il faut beaucoup mieux les laver. Alors, une espèce d'illogisme complet, quoi, voilà. Et puis en plus, on salope la nourriture. Regardez les insecticides, c'est catastrophique. Complètement catastrophique. On n'est pas capable d'interdire le glyphosate. Parce que c'est l'argent. C'est l'argent qui est derrière. Le paysan français dit, mais comment voulez-vous que je me passe de cet insecticide? Regardez, des produits vont arriver d'ailleurs, où les gens, c'est beaucoup moins cher. C'est pas possible. Vous voyez, et ça, quand vous regardez ça avec un œil extraterrestre, c'est à se prendre la tête. Regardez Trump et qui fait des renommentables avec l'Iran. Mais apparemment, d'après ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'on n'est pas arrivé à un seuil suffisant d'évolution de notre conscience pour être au contact de ces êtres-là. Et il y a seulement des personnes comme vous et autres qui sont capables de ce contact-là. C'est-à-dire que nous, on les voit pas. Il y a certaines, tu reçois beaucoup de personnes qui les voient, tu reçois beaucoup de témoignages. Mais ces gens, mais qui, je veux dire, la plupart d'entre nous, on n'est pas capable de ça. Et pourtant, ils sont là devant nous, j'ai l'impression, tout autour de nous. Moi, j'ai été en contact avec des gens qui avaient été abductés, etc. Et la plupart du temps, ce qu'on leur dit, ils sont pas capables d'en faire quoi que ce soit. Et ils sont même très, très déstabilisés. Mais ils ont été choisis quand même. Oui, mais choisis comme on choisit des hamsters, peut-être. Moi, simplement, j'ai dit non, je veux comprendre. Voilà, c'est tout. J'ai posé Vous savez, il y a un truc marrant. Comment ça a commencé? Ça remonte il y a 25 ans, chose comme ça. J'avais un Macintosh, je faisais ce petit ordinateur cubique, comme ça, avec un disque dur. Mais c'était en contact, il n'y avait rien du tout, quoi. Alors à ce moment-là, je posais des questions
sous forme d'un fichier Word que je mettais, et je recevais des courriers. C'est pas mal. Et ça a commencé comme ça. À un moment, je me posais une question de logique, de mathématiques très sophistiquée. Et hop, le truc arrive. Et alors, non, mais ça a commencé comme ça. Alors, à un moment, je mettais mes remarques sur un fichier, et j'ai reçu 4 jours après une lettre d'Arabie Saoudite me disant, vous avez mis dans le mille. Voilà. Donc voilà des gens qui lisaient mon disque dur à distance. Ouais. Alors après, quand je voulais dire quelque chose, je mettais un texte. C'est ma façon de mettre une boîte un truc à la boîte. On pose une question et on laisse la page vide. Voilà. Et le lendemain, il y a la réponse en dessous. Le lendemain, c'était pas... Quand ces gens-là voulaient bien répondre, vous vous rendez compte, en tout cas. Voilà, genre, souvent la question, comment ça se passe, peu importe. Ouais. Voilà. Non, mais ça donne... Moi, quand j'entends ça, et je suppose que plein de co-créateurs qui écoutent ça, mais se disent, mais moi aussi, j'ai envie de vivre ce genre d'échange. Oui. On en a envie, on se dit, mais comment faire ? Oui, alors, il y a des gens qui me disent, mais alors, à quand remonte le dernier contact, etc. Ouais. J'en sais rien, je ne tiens pas une comptabilité de ça. La comptabilité que je tiens, moi, c'est les progrès scientifiques que je fais avec ça. C'est ça qui compte. Ouais. Hein, le fait qu'il y ait des phrases, je m'en fous. Quoi. Et là, donc là, on y est. Alors, je veux dire, est-ce que vous pourriez nommer est-ce que tu pourrais nommer certaines des choses comme ça qui ont été... Étapes franchies, oui, déjà, il y avait des choses qui ont concerné la mécanique des fluides. Le fait, ça a commencé comme ça. Peut-on évoluer à vitesse supersonique sans onde de choc? Mais est-ce que tu te rends compte qu'une idée comme celle-là, dans les années 70, c'était considéré comme déraisonnable. Alors oui, il y a une anecdote extraordinaire. Un jour, un type arrive qui écrivait un rapport au CNRS sur le rapport annuel. Alors il arrive avec mon dossier, et je dis, est-ce que je peux regarder ce dossier? Il me dit oui, alors je regarde, et je trouve un échange de courrier, et il y avait un chercheur étranger qui répondait à des questions qu'on lui avait posées. Et alors on lui avait posé la question, ce type-là, il veut faire disparaître les ondes de choc, est-ce qu'il a un grain? Et il répondait... I can testify that this man is in normal mental condition. Je peux assurer que ce type-là, ça va, il va bien, quoi. C'est tout extraordinaire. Donc, autrement dit, le CNRS a envoyé à l'étranger un chercheur une lettre pour avoir une expertise en disant est-ce qu'il est fou. Alors, un type qui veut supprimer les ondes de choc autour d'une machine volante, c'est un fou. C'est extraordinaire. Alors, je vous renvoie au discours de Poutine, vous avez peut-être vu, qui justement a annoncé des trucs extraordinaires qui vont à Vague-Va, et là, il maîtrise ce genre de choses. Voilà. Bon, alors ça c'était un premier stade. Ouais. Après, le deuxième stade, c'est la cosmologie. Alors, ça, c'est fantastique. Oh, mon Dieu. Donc, j'étais le premier à envisager un cosmos à vitesse de la lumière variable. En 1988, j'ai publié ça dans une revue. À quel prix? C'est difficile. Mais tout ça, ça montre une chose, c'est que les informations de 1966 dans ces textes, sur cette espèce de gémellité cosmique, le fait que l'univers... Moi, je préfère dire qu'il a un endroit et un envers, plutôt que de dire qu'il y a deux univers, parce qu'en fait, c'est le même. Quoi. Et tout ça, c'est pertinent. Infiniment grand, infiniment petit? Non, un endroit et un envers. Effectivement, les gens disent, mais... Comment c'est possible d'envisager ces voyages interstellaires? Alors, imaginez, on prend une feuille de papier, on fait 2 trous. Un premier trou, c'est un point A, un deuxième trou, c'est le point B. Bon, voilà. Et puis alors, je peux cheminer comme une fourmi en prenant le recto ou le verso. Simplement, au recto, j'ai un certain quadrillage, et au verso, j'ai un autre quadrillage. Alors, sur un côté, la distance, c'est 5, et sur l'autre, c'est 50. Donc, autrement dit, si je prends l'endroit où la distance est plus courte, c'est très difficile. Mathématiquement, cette notion bimétrique, c'est pas commode. Mais je vous assure que moi, j'ai maintenant une très bonne amie belge qui s'appelle Nathalie Deberg, avec qui je communique, qui est formidable. Vous savez, c'est ça qui est marrant. Moi, je suis un vieux macho quand même. Je dois... Ouais, oui, voilà. Voilà. Il l'avoue. Voilà, je l'avoue. Si on m'avait dit il y a des années, tu sais, vraiment, le chercheur la plus forte et la plus imaginative et vivante que tu vas trouver, c'est une femme, j'aurais pas cru. Et là, je trouvais une femme formidable. Voilà. Donc à ce moment-là, on échange, elle a beaucoup d'humour, on se marre bien. Ça, c'est vraiment très bon, quoi. Alors, donc, là-dedans, on est parti sur ces trucs de maths, c'est, comment dire, c'est exubérant, on dirait une jungle, c'est extraordinaire. Voilà, c'est sans fin, là, en plus. Sans fin. Puis alors après, en 2018, là maintenant, c'est encore plus fou. C'est ce que vous appelez la spiritualité, vous. C'est-à-dire... l'ésotérisme. Ben oui, mais... la métaphysique. Vous savez, il y avait, je crois que c'est Littré qui avait dit ça dans le temps, en disant, nous vivons au bord d'un lac, qui est la métaphysique, et nous n'avons pour le traverser ni barque ni voile. Alors là, tout d'un coup, on m'offre le canot automobile et le moteur en bord. Et je dis monter. Alors il y a des types qui me suivent. Et là, on a des outils mathématiques là-dedans. J'ai déjà publié ça en 2018. Et c'est pour ça que je me suis fait interdit de parole dans un colloque.
Ouais. Là c'est, vous savez, l'image... On doit te mettre des barrières quand même. Non, mais l'image, c'est la boîte de Pandore. Vous voyez ce que c'est la boîte de Pandore? Vous vous rappelez ce mythe, quand on l'ouvre, on peut la refermer. Eh bien là, on est en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Ouais. Et cette boîte de Pandore, mais ça va arriver à quoi? Actuellement, ce dont on souffre sur Terre, c'est qu'on n'est pas capable de réfléchir sur nos croyances. Moi je dis, toute pensée est un système organisé de croyances. À chaque fois on tombe là-dessus, que ce soit en physique, en mathématiques, ou dans les religions. Et simplement, les religions, ce ne sont pas des choses fausses, mais c'est un petit peu comme l'apparence que vous avez un kaléidoscope. Vous prenez un kaléidoscope, vous le secouez, vous avez telle croyance. Ici, est-ce qu'on n'est pas capable de réfléchir sur ces croyances en général? Et ça, il va falloir qu'on le fasse d'urgence. On voit toujours à travers notre prisme à nous. Eh oui. Mais c'est limitant. Oui, alors le monde néolibéral voit ça avec son prisme à lui. Vous avez les islamistes qui voient ça avec leur prisme. C'est la folie. Arrêtez les prismes, réfléchissez, et prenez le dénominateur commun qui est l'humanisme, l'humain. Cherchez à arranger les affaires des hommes. On peut pas continuer à avoir des gens qui crèvent de faim, on peut pas continuer. Voilà. Mais là on parle de spiritualité, donc on parle quand même s'ouvrir à comprendre notre rapport à l'univers. D'accord. Mais alors là, dans cette histoire de spiritualité, moi j'avais au téléphone ces jours-ci un type qui a fait des choses assez intéressantes sur le sujet ovni et tout ça. Et tout d'un coup, il s'est mis en retraite comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est dans le néo-bouddhisme. C'est-à-dire que c'est l'attitude qui consiste à dire il faut que je me fasse du bien à moi-même pour faire du bien à l'humanité. Ça c'est bien gentil, mais il y a quand même d'autres urgences. Quoi. Vous pouvez pas vous mettre dans votre campagne, au 3e étage, vous allumez une bougie, vous êtes là, vous méditez, vous mettez en contact avec le grand tout. Regardez un petit peu tous ces thèmes hindouistes. Ce qu'il faut, c'est avant tout trouver un maître qui vous aide à vous réaliser, à vous, à je. C'est très égocentrique, un truc comme ça. C'est égocentrique. Moi, je peux pas être égocentrique. Quand je vois votre môme là, je me dis qu'est-ce qu'il va avoir comme futur. Il y a de l'urgence. Et quand je vois les scientifiques qui s'écoutent parler, leur occupation, c'est effrayant, quoi. Et, le nucléaire. C'est plus des scientifiques? Le nucléaire. Le scientifique, enfin, je veux dire, c'est pas. Le scientifique se doit d'être ouvert justement et curieux. Il doit être dans la société. On attend des réponses de sa part. On attend qu'il réfléchisse. Vous savez, regardez un peu le XVIIe et le XVIIIe siècle. Quand vous regardez les gens de cette époque, ils étaient tout à la fois. Ils étaient, physiciens, mathématiciens. Ils s'occupaient de spiritualité, de tout ce que vous voulez, quoi. Mais là maintenant, on a séparé. On a une spécialité, mais ce sont des abrutis, quoi. Merde, il n'y a pas d'autre mot. Parce que spiritualité et science, ça n'a pas besoin d'être deux ennemis. Mais non, mais cette spiritualité ne doit pas basculer dans une espèce d'état contemplatif, quoi. Vous voyez, moi je suis pas contemplatif. Dans l'action. Dans l'action. Oui, que ce soit la science ou la spiritualité, ça doit être dans l'action. Bon sang, regardez, il y a une chose vraiment catastrophique sur Terre, c'est le nucléaire. Il faut qu'on arrête, c'est pas possible autrement. Vous vous rendez compte, on est en train de construire des EPR, c'est de la folie. Vous savez que sous les EPR, il y a un récupérateur de corium. C'est-à-dire qu'on envisage que le cœur puisse fondre, et à ce moment-là, ça tombe sur un truc, mais c'est pas possible. Et puis alors, après, vous avez regardez, on donne aux gens des pilules je sais plus quoi pour fixer les choses sur la thyroïde, vous voyez. Bon, il y a des rapports. Que faire en cas d'accident nucléaire majeur? Mais il ne faut pas qu'il y ait d'accident nucléaire majeur, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Vous savez, moi je me rappelle un jour, il y avait un collègue qui avait fait des calculs en s'apercevant qu'on en ferait un très bon laser avec du cyanure. Vous vous rendez compte? Ah, il a fait des calculs, c'est extraordinaire. Et tout le laboratoire a dit non, on va pas faire un laser au cyanure, même si ça peut marcher. Si un jour on laisse un robinet ouvert, toute la ville, on va faire 10 000 morts. Mais alors, quelles sont les conséquences de voyage interstellaire et comment sont-ils possibles? Les conséquences, effectivement, il est évident qu'il y aura un versant militaire. Dans toute découverte, il y a une arme, ok? Alors, regardez, ils n'ont pas déjà découvert les militaires, je croyais qu'ils avaient étuffé le nombre de dossiers. Pourquoi ils planquent toute cette information? Pourquoi cette information? Je ne sais pas. On a plein de questions là, je vais les bombarder. Bien sûr, mais il est évident que ça les intéresse. Mais je veux dire que quand en 2013, je me suis dit, bon, je vais essayer de refaire une campagne de publication scientifique. Je vais me remettre un peu dans ce truc-là. Et si vous regardez un peu mes travaux, vous verrez que tout tourne autour de la manipulation de la masse. Finalement, le Janus, qu'est-ce que ça dit? Il y a des masses positives et des masses négatives. Bon. Et à ce moment-là, bon,
je me rappelle, j'avais à ce moment-là un échange avec ces braves gens d'outre-espace, et je leur ai dit, une nuit, est-ce que c'est loisible de se mettre là-dedans? Ils m'ont dit simplement, réfléchissez aux conséquences de vos travaux en matière d'armement. Alors c'est vrai que si on sait inverser une masse, ben peut-être on sait inverser une charge électrique. Et si on sait manipuler la matière pour inverser les charges électriques, alors on fait de l'antimatière. Donc on fait de l'énergie. Donc quand les gens disent l'énergie, on doit pouvoir la faire à partir de rien, c'est pas faux. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. L'énergie libre. Non, mais l'énergie libre, justement, c'est dévoyé. Le mot n'est pas bon. Mais moi, je ne peux pas dire, par exemple, des gens diront, mais il faut bien que l'énergie se conserve. Non, non. Il y a une violation de la conservation de l'énergie, on va pouvoir faire... Regardez, quand une soucoupe se casse la gueule, ça fait rien. Vous avez un B-52 qui s'écrase. Tout le carburant part en fumée, ça fait un truc énorme. Quand vous avez une soucoupe qui se plante, c'est pas... Parce qu'il n'y a pas de réserve d'énergie. L'énergie, elle est synthétisée dans la machine. Ouais, mais... non, parce que ça me renvoie à une partie de votre livre où il y avait ce pilote qui se rapproche un peu trop d'un ovni et que l'appareil explose. Non, mais oui, le truc, c'est que c'est un gros ovni comme ça. Quand vous avez un ovni, quand il inverse sa masse, à ce moment-là, à sa place, il y a un grand vide. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le recto et le verso, c'est toujours pareil. Alors, l'engin, il est sur le recto. De l'autre côté, il y a pratiquement le vide. Donc, quand l'engin passe de l'autre côté, eh bien, on a le contenu du verso de l'univers. Donc, à ce moment-là, cet avion volait à côté d'un énorme volume de peut-être 200 mètres de diamètre qui était vide. Donc, ce truc-là, c'est rempli d'air. Il y a une perturbation aérodynamique qui a cassé l'avion. Et ça, c'était dit par, comment s'appelle cet ancien ministre belge, vous vous rappelez son nom, son nom m'échappe là, qui lui a beaucoup parlé de cette histoire d'OVNI. Il était aussi en contact avec un contacté, et il disait que il n'y a pas eu de manifestation agressive des ovnis vis-à-vis des avions, simplement leurs manœuvres d'évitement ont fait que les avions étaient brisés. Ben moi, je pouvais lui expliquer pourquoi. Vous comprenez? Donc, l'engin, c'est la fuite. L'ovni a pris la fuite et l'avion s'est brisé. Mais il y a eu un des crashs d'ovnis, non? Des cratères, des crashs d'ovnis, c'est pas vrai. Alors, je vous cite encore une anecdote. Oui. Il y a des années, il y a plein de gens qui m'appellent comme ça pour me raconter des histoires. Et, oui, j'imagine. Voilà. Il y a un type qui me dit, vous savez, j'ai travaillé longtemps pour la DGSE, oui, les services secrets français. Alors, le service secret français, quand on envoie un agent français à l'étranger, bon, ce type-là, il faut qu'il puisse communiquer avec sa base, quoi. Voilà. Donc, à ce moment-là, il a un officier traitant qui, lui, pendant tout le temps que dure sa mission, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, même ils sont plusieurs, ils sont dans une base et ils sont consignés sur place, parce qu'il faut que, quand il appelle, quelqu'un réponde. Donc il m'a dit, moi j'ai joué ce rôle-là pendant des années. Puis un jour, mon patron me dit, est-ce que ça te dirait d'aller faire une petite mission en Norvège? Ah bon, oui, pourquoi? Alors, ils sont partis en Norvège, tout ça sous le contrat du secret défense. Et pourquoi ils vont en Norvège? Parce que vous savez, il y a un endroit qui s'appelle Esdalen, où il y a beaucoup d'observations d'OVNI. Donc ils arrivent à Esdalen, et qu'est-ce qu'avaient fait les Norvégiens? Eh bien, à l'époque, les Français avaient déjà des systèmes de désignation de cibles laser. Vous savez que maintenant, quand vous avez une cible, il y a par exemple un des navigateurs qui braque un laser sur cette cible, et comme ça le missile va dessus. Donc à ce moment-là, lui, il dit, moi j'ai vu de mes yeux un écran comme ça, monochrome, et on voyait un ovni qui arrivait, et puis il y avait le petit officier français qui mettait la croix dessus. Mais pourquoi faire pour le descendre, pour le démolir? Et à ce moment-là, l'ovni fout le camp. Mais voilà, vous voyez, qu'est-ce que font les militaires? Quand vous dites les crashs de vie, si on pouvait en descendre un, mais c'est fou. Non mais vous savez, de ce côté-là, moi je suis, comme j'ai beaucoup raconté de trucs, je suis Non, mais on a l'impression qu'il y a des preuves quand même qui sont venues sur Terre, ou des crashs, ou des bouts d'ovnis, ou des choses palpables qui ont été enlevées, et puis qu'on a plus, comme si ça dérangeait vraiment quelqu'un, qu'on ait cette information. En 2001, je suis allé à un colloque un peu bizarre à Brighton, et là j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, on a travaillé sur les données scientifiques de Roswell. Ouais. Alors, ils n'ont pas été en contact direct avec des objets de ce genre, mais il y a eu un rétro-engineering. Et les militaires sont intéressés par ça. Alors, la seule chose, c'est que nous, en France, on a des couillons, quoi, c'est tout. En Amérique, c'est plus sérieux, quoi, mais en France, c'est risible, quoi. Tu disais, on est un peu endormi. Oui, mais ils aimeraient bien, mais le but est toujours le même, faire des armements. Regardez, par exemple, en 2006, j'ai un de mes vieux copains qui s'appelle Malcolm Hines, qui est mort en 2012.
Et il publie un article dans Physical Review Day qui s'appelle Over 2 billion degrees, plus de 2 milliards de degrés. Comment on arrive à faire une température pareille? Moi, je me plonge dans cet article. Et peut-être que vos téléspectateurs ont entendu parler de cette Z-Machine, la Z-Machine. La Z-Machine, c'est un truc qui se trouve à Sandia, en Nouveau-Mexique, et ça permet de comprimer un plasma très très fort. Alors, si vous voulez, le truc, c'est que quand on prend un compresseur à plasma, si j'avais un rouleau de papier cul, je peux vous montrer ça, vous savez, le cylindre qui est à l'intérieur, c'est à peu près cette géométrie-là. Alors, quand on faisait des expériences dans les années 50, qu'on faisait passer des millions d'ampères là-dedans, c'était très moche, on n'arrivait pas à le concentrer, c'est très instable. Et tout d'un coup, dans cette expérience-là, je ne vais pas rentrer dans les détails de technique de ce truc-là, mais on a réussi à comprimer ce cylindre sur un truc qui avait la taille d'une mine de crayon. Et là, la température était de 3,7 milliards de degrés. Alors ça, c'est extraordinaire. Là, on a un bond en avant, vous savez, dans les tokamaks, les trucs comme ITER, on se dit, 150 millions de degrés. Non, là, c'est 3 milliards et demi. Incroyable. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que si on a des températures qui dépassent 1 milliard de degrés, alors on peut faire une fusion qui est celle du bore et de l'hydrogène. Le bore, c'est 11, l'hydrogène, c'est 1. 11 et 1, 12, ça fait 3 hélium. Autrement dit, il a la possibilité de faire une fusion thermonucléaire qui soit une fusion verte, qui donne de l'hélium. Imaginez, un jour, vous arrivez dans une maison et vous dites, alors comment vous faites votre énergie? Oh, ben j'ai un générateur à fusion dans la cabane à côté. Et là, qu'est-ce que vous faites des déchets? Oh, ben on gonfle les ballons des gosses avec. Vous voyez? Donc, vous voyez, une technologie qui est mortifère d'un côté, elle est complètement bénéfique de l'autre. Bah, évidemment, avec des amis ingénieurs, on a essayé de mobiliser les Français sur ce sujet-là. Mais il y avait le projet ITER, ça lui faisait de l'ombre, c'est pas possible. Nous, on disait, c'est pas ITER qu'il faut faire, c'est ça, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Mais dans cette histoire-là, je me rappelle du message qu'on a reçu, rien ne se fera sans l'aval de l'armée. Autrement dit, ça voulait dire quoi? En clair, vous nous faites des bombes, on verra l'énergie après. Parce que c'est une bombe verte, une bombe qui ne fait que de l'hélium. C'est merveilleux. Vous allez atomiser les gens et en plus, après, il n'y a pas de radioactivité. C'est le rêve, quoi. Et alors, en plus, c'est miniaturisable. Vous savez, quand on voit Schwarzenegger qui a un pistolet qui tire sur un autobus et tout explose, quoi. Vous allez faire un truc qui a la taille du petit doigt avec lequel vous allez détruire une maison. C'est vrai, c'est faisable. Et pour se déplacer dans d'autres galaxies, combien déjà il y a d'êtres... Combien il y aurait d'autres formes d'intelligence? Écoutez, moi, j'ai pas de réponse là-dedans. Je dirais la chose suivante. C'est des milliards? Non, mais je dirais que... regardez, par exemple, les humides, c'est censé être des grands blonds. Bon, alors effectivement, la première histoire que j'ai dans un hôtel de Madrid, c'est effectivement des grands blonds. D'accord. Mais après, un jour, je suis retourné chez Fariols, et dans la nuit, tout d'un coup, je vois une grande lumière bleue dans la pièce, et ça y est, ils sont revenus. Et effectivement, j'étais, vous savez, comme de la guimauve, quoi. On est là, on n'a plus aucun tonus musculaire. Et à ce moment-là, je sens que, je suis à plat ventre sur mon lit, donc j'ai le regard qui plonge vers le bas, et je vois les pieds. Et les pieds sont comme ça. C'est pas un grand blond, c'est des petits gris. Puis alors après, je me suis souvenu de l'histoire qui m'était arrivée quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 10 ans, je suis né en 37, donc c'est en 47, à l'époque de Roswell. Et moi, j'habitais Paris, dans une rue qui s'appelle la rue Jean-Baptiste Dumas, au 5 rue Jean-Baptiste Dumas, rez-de-chaussée droite. Si vous avez eu un jour envie de faire un tour. Et moi, j'avais une petite chambre qui donnait sur la cour. La fenêtre était grande ouverte, et à ce moment-là, hop, il y a un grand machin lumineux qui se pose, et il y a 2 petits gris, boum, qui sautent par la fenêtre, comme ça, qui sont venus me voir. Mais vous savez, moi, j'ai interprété ça comme un rêve. Et alors, le truc, c'est qu'ils sont venus me voir, comme ça, moi, j'étais dans mon lit, ça a été plusieurs nuits de suite. Et dans la pièce, il y avait un piano droit, un vieux piano droit, et je jouais un petit peu de piano là-dessus. Et le lendemain, je pouvais jouer du piano en le regardant. Oui. Alors, voilà. Mais ça, le paranormal et l'ovni, ça, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je me rappelle, j'avais dit à ma mère, j'arrive à jouer du piano en le regardant, elle me dit, oui, il faut que je le fasse accorder. Voilà. D'accord. Bon, mais voilà. Oui, parce que les proches, ils ont dû louper des épisodes. Enfin, si ça va tellement vite, comment. Mais moi, quand j'avais 10 ans, j'avais jamais entendu parler d'OVNI. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un rêve, quoi, c'est tout. Et après, il y a d'autres histoires quand j'en avais 14 ans, etc. Finalement, je dirais que dans cette histoire-là, j'ai le souvenir de 4 ou 5 histoires différentes, quoi. Mais il y a des gens, c'est pas 4 ou 5, c'est 50.
Voilà. Bon, on revient vers le voyage interstellaire. Alors, Si c'était dans les mains... Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des grands blonds, il y a des petits gris. Ouais. Ah, bah, il y a peut-être d'autres, vous voyez. Bon, voilà. Il y a plein de sortes, parce que la NASA a quand même dit officiellement... Puis alors, quand j'étais chez Faria, j'ai senti qu'on m'enfonçait un truc dans la tête. Ouais. Simplement, les gens se sont dit, tiens, il est intéressant ce mec-là, ils lui ont foutu un implant près du nombril, on va lui en mettre un autre. Non. Non, mais je raconte ça, il vaut mieux en rire, de toute façon. Oui. Ce qui compte, c'est la science, et puis surtout... Bah, c'est nos progrès, non? Mais comment dire, c'est quoi le bilan de tout ça à 82 ans? Moi, je ne peux pas me détacher des problèmes de la Terre. J'arrive pas à comprendre ces ufologues pour qui c'est une distraction de bêcher la ligne. Mais franchement, ou ces textes-là, vous voyez des gens, ils sont là. Puis alors, nos amis, les extraterrestres, pas du tout. C'est pas nos copains, ils nous regardent comme des cinglés complets. On est vraiment un hôpital psychiatrique. Hein. Il y en a qui ont des bonnes et mauvaises intentions. J'en sais rien. Et nous avons des bonnes, mais nous avons beaucoup de mauvaises intentions. Oui. Et donc le voyage interstellaire, pour en revenir à ça, si c'était entre les mains, enfin je veux dire, là, tu dis on est capable de le faire, donc ça se fait déjà? Alors, le voyage interstellaire, c'est attaché à deux choses. La première, c'est une refonte de notre vision du cosmos, la géométrie du cosmos. Ça, c'est à peu près fait. On a à peu près compris. Alors, vraiment, j'ai reçu en 95 plein de courriers. C'est carrément des notices techniques. Je suis en train d'exploiter ça. On sait comment ça marche. Par exemple, vous voyez, il y a une chose, c'est que, je dirais, c'est certains ovnis, peut-être les autres ne marchent pas comme ça. Regardez, quand vous regardez les machines volantes, vous avez des avions, vous avez des hélicoptères. Ça fonctionne pas du tout pareil. Regardez l'hélicoptère, il a l'hélice dans la queue. Qu'est-ce que vous allez bien foutre, un truc comme ça? Bon, ben là, moi je comprends les trucs avec les assiettes l'une contre l'autre. Voilà. Alors quand on prend le schéma 8, on voit il y a une sorte de coque creuse, puis à l'intérieur, il y a un habitacle toroïdal, dans lequel les gens sont censés être, et puis ça tourne, soi-disant, pour faire une gravité. Mais non, c'est justement parce que la soucoupe se charge électriquement, elle tourne très très vite pour faire un champ très intense, donc il ne faut pas que les gens tournent. Parce que si ça tournait, on ramasserait les passagers avec la cuillère sur le mur, à cause d'un centrifuge. Ah, regardez ce que vous faites avec un sèche-salade, quoi. Donc voilà, et ça, c'est pas très compliqué. Et il y a du gaz, c'est ça que j'ai pas compris. Quoi? La partie gaz, en bas, la partie du dessous. Non, c'était quoi sur les schémas? J'ai vu qu'il y a plein de schémas dans ton... Ah mais dans le bouquin cosmique, il y a quand même une description complète. Voilà, de toutes les différentes parties. Je suis allé j'ai carrément dit, ben voilà, ça vient de ces textes-là, et puis moi j'ai des échanges, etc. Pour les scientifiques, mais c'est effrayant. Oui. Je mange le morceau, quoi. Je suis plus fréquentable. Ben oui. Si on l'invite, il va nous raconter des trucs, il va nous parler de ses contacts. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors je suis persuadé que si j'ai dans un colloque... C'est déstabilisant, faut quand même dire. Si j'ai dans les colloques, je pense que ça ferait rire des gens. Imaginez, dans ce colloque, j'aurais pu aller à Paris, je montre cette entourloupe mathématique qui permet de résoudre ce problème très élégamment, et à ce moment-là, un type me dirait, professeur Petit, cette formule très compliquée, elle vient d'où? Ah ben, je vais vous dire la vérité, je ne vais pas avoir à raconter. Je me suis pas réveillé un matin en disant, tiens, pourquoi je n'essaierais pas 1 plus logarithme de cosinus hyperbolique de rho? C'est pas possible. Alors donc, c'est un type qui m'a filé ça au téléphone. Ah bon? Quelqu'un au téléphone? Oui, il prétendait venir d'une autre planète. Il y aurait des éclats de rire dans la salle. Mais les Français ne venaient pas du tout. Ils ont dit de quelle planète ils venaient? Il y a de tout. C'est signé ou... Écoutez, Non, mais c'est signé ou c'est quoi? Il y a les documents homo, c'est une planète qui est à 15 années-lumière, mais je suis persuadé que il y a vraiment un consortium maintenant. Parce que vous savez que maintenant, on a des planètes qui peuvent abriter la vie à quelques années-lumière de chez nous. Hein, c'est fini maintenant. Il y a des trucs qui sont à la bonne température, à la bonne distance et tout ça. Parce que ce qui se passe, si vous voulez, c'est que pendant longtemps, on a cherché des planètes qui tournaient autour d'étoiles comme le Soleil. Donc on se disait, la vie n'existe que autour d'étoiles de ce genre-là. Mais prenez par exemple le texte humide, l'étoile est plus froide. Au lieu d'être une étoile, je ne sais plus de quel type, eh bien à ce moment-là, pour que les conditions soient bonnes, la planète est plus proche. Et à ce moment-là, au lieu de tourner autour de la planète en 365 jours, elle tourne en 3 mois. Et on peut même faire des rotations plus courtes. C'est pas gênant. Alors c'est assez marrant parce que si vous avez une planète qui tourne comme ça en 3 mois, il n'y a plus trop de saisons, quoi. Mais ça ne changera pas grand-chose, là. La végétation va quand même se développer. Voilà. Alors donc, la vie existe, la technologie, elle est à portée de nos mains, mais c'est la maturité politique qui manque. Mais vous voyez le truc, quand on prend simplement l'histoire de ces documents,
à un moment, ces gens-là arrivent et ils envisagent d'entrer en contact avec les chancelleries de la Terre. Et à un moment, après pas mal de temps, ils se disent « Mais pauvres amis, vous vous rendez pas compte, vous êtes dirigés par des dingues. » Ils s'en aperçoivent. Mais vous savez, on le savait déjà. Franchement. Mais en nous, j'ai déjà entendu dire qu'il y avait une politique intergalactique, des choses comme ça, des gens qui géraient... Je veux dire, comment ça s'organise tout ça, toute cette galaxie? Non mais c'est fascinant quand on commence à... Oui, comment ils s'organisent? Enfin, je veux dire... Alors, est-ce qu'ils communiquent eux entre eux? Oh, mais... Je veux dire, eux savent et sont ok avec ça. Écoutez, il y a que nous en fait qui est je peux vous raconter plein d'anecdotes. Bah, j'imagine. Ça c'est très 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 amusant. Par exemple, un jour, il y a le fondé de pouvoir de la maison Rothschild qui rentre en voiture la nuit à Bruxelles, à Madrid. Et puis tout d'un coup, sur la route, il voit une soucoupe sur le bord de la route avec des types qui sont en train de travailler dessus. Et à ce moment-là, vous savez, les gens ont des réactions complètement surréalistes. Il se dit, ils sont en panne, il va chercher sa trousse, il vient trouver, est-ce que je peux vous filer de l'aide? Pas mal, bon. Ouais. Puis là, ben, vous savez, souvent, la réaction émotionnelle, elle est retardée. Ouais. C'est après, au retour, que le type, tout d'un coup, s'aperçoit de ce qu'il a vécu si tôt, il tombe sur des gens. Et alors, ces gens, ils disent, c'est curieux, vous ressemblez à des terriens. Et les gars disent, oui, mais d'ailleurs, on est des terriens. Ah bon? Et oui, on est les descendants de gens qui ont été enlevés sur Terre. Et on est sur une autre planète. Et à ce moment-là, le gars leur dit, mais vous n'avez pas songé à vous évader pour vivre ici? Vous rigolez? On est beaucoup mieux là-bas. Comme dans La Belle Verte, qui veut descendre sur Terre. Ah oui, non mais frère, vraiment, on est un hôpital psychiatrique grave. Mais sans blague, les gens... pour des œuvres de mort, sont capables de faire n'importe quoi. Regardez, par exemple, actuellement, cette idéologie qui fait que les gens... ce phénomène des kamikazes. Et que ce soit ça ou ce qu'il y avait au Japon, comment on peut se tuer comme ça, c'est effrayant. Mais bon, évidemment, on pourrait dire pourquoi les gens sont amenés dans une telle situation de désespoir qu'ils jouent comme ça. Il faut le voir en amont aussi. Et les croyances sont très grandes, là. Ah oui, le fait de... Voilà. Alors, bon, il y a une chose assez amusante aussi quand on regarde sur Terre, on a l'impression qu'il y a des concessions. Par exemple, les Grands Blonds, c'est l'Espagne. Puis alors, les États-Unis, c'est plutôt les petits gris. Et puis, en Amérique du Sud, c'est des espèces de petits bonshommes poilus, les hombrecitos. C'est un peu comme si ils avaient une concession. Moi, je m'occupe de l'Amérique du Sud. Toi, tu t'occupes de tel endroit. Puis on essaie de... Alors en France? Bah, je sais pas. Je crois que peut-être on n'est pas si intéressant que ça. Non. voilà. Non, mais sérieusement. Ben, je ne sais pas. Si on sait ce qu'ils sont ailleurs, quand même. Jean-Pierre. Il y a un truc marrant, c'est que il y avait des contactés en France, et un jour j'ai reçu une belle lettre d'un type qui me disait je suis le gars qui tape à la machine les lettres pour vous, parce que j'avais reçu pas mal de documents, et j'espère être bientôt autorisé à vous rencontrer. Il était à Caen, je crois, dans le nord de la France. Mais ces contactés, c'est une bande de... Je sais pas, imaginez le sous-préfet, un vétérinaire, un technicien de la base aérienne, voilà, un petit groupe comme ça. Puis alors ils se réunissent, les Espagnols, c'est ce qu'ils ont fait pendant des années. Ils attendaient la carte, la lettre, alors après ils ouvraient la lettre, puis alors la lettre, qu'est-ce qu'ils faisaient alors? Ils voyaient, regardaient le cachet, le papier, tout ça. Mais les informations scientifiques, que dalle, passaient complètement à côté. Puis alors, tous ces documents-là, la femme de Fayol s'est gardé tout ça, puis maintenant c'est reparti, c'est entre les mains de n'importe qui, quoi. Tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que c'est devant nous et on ne voit pas. Je vous assure actuellement, si je décédais, toute cette histoire d'application scientifique, des données scientifiques, des ovnis disparaîtrait. Il ne resterait rien. Oui, mais elle est publiée, cette information. Je vois le livre que j'ai eu entre les mains, Contact Cosmique, il n'y en a qu'une partie, en fait, c'est ça. Mais les gens ne s'y intéresseraient pas. Pourquoi? Il y a aussi une chose, c'est que travailler là-dedans, c'est très mauvais pour la carrière, quoi. Vous comprenez? C'est pour ça que je suis venu. Oui, non. Voilà, non, mais j'ai un peu une situation tout à fait bizarre. Quoique, je veux dire que quand je suis allé à ce colloque en 2001 là, à Brighton, donc j'arrive là-bas, c'était un colloque bizarroïde sur une propulsion avancée. En fait, c'était un colloque sur la propulsion des ovnis qui ne voulait pas dire son nom. Et quand j'arrive là-bas, je vois un type qui s'appelait Alan Holt, qui travaille à Carlyle. Vous savez ce que c'est Carlyle? C'est le gros complexe militaro-industriel américain. Hein, et il me dit, vous êtes Jean-Pierre Petit? Je dis, oui, je crois. Et il dit, je suis ravi de vous rencontrer. La première fois que j'ai entendu parler de vous, c'est en 76, quand on m'a donné notre compte rendu de laquelle le ministère de l'MHD à examiner.
76. Et alors, je dis, mais après on se met à parler, et puis ce type était assez calé en imagerie. Alors je me dis, mais c'est curieux, c'est quand même un domaine qui a été un petit peu laissé de côté, vous avez l'air de toucher bien votre bille dans ce domaine. Il me dit, oui, c'est moi qui ai mis au point la torpille imagerie américaine. Ah. Alors je dis, comment ça marche? Ben, comme dans votre bande dessinée. Alors, autrement dit, dans ces espèces de laboratoires ultra secrets américains, il y a la BD de Jean Perputier, elle est au mur, quoi. Je suis un petit peu le Louis Blériot de la MHD, quoi. Et alors, on s'est mis à discuter le coup là-dessus. Après, j'ai identifié un autre gars qui avait travaillé sur Aurora et sur des applications militaires extrêmement pointues. Bon, je racontais ça dans un livre. Disons que j'ai l'air assez bavard, mais je suis assez bon pour faire parler les gens, surtout les scientifiques. Je me rappelle la première fois que je suis allé dans un labo comme ça, en 76, je suis arrivé à Sandia, j'ai rencontré Jonas, et j'étais censé être journaliste pour la revue Scientifique. Donc je prenais un air bonnet, comme ça, en lui posant des questions, et à un moment, il y a le technicien de Jonas qui lui a dit « Gérald, arrêtez, ce type n'est pas un journaliste, il comprend trop bien ce que vous lui expliquez. » C'est vrai que quand on a l'air « Ah bon, tant que ça », alors le type, il est tout content, il lâche beaucoup de choses. Voilà. Ouais, mais là, on a besoin de lâcher, on est rendu à un moment quand même dans l'histoire où ça a besoin de... Tu penses que ça va avant que tu meurs, comme tu dis? Je ne sais pas, parce que le temps passe tellement vite. Tu vois, regarde, l'année 2019, on est à la moitié de l'année. Voilà encore une demi-année qui est passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. J'ai été attaqué sur le plan scientifique, je vais me défendre, je vais faire une publication de plus. Ça va très lentement. Et tout ce que tu veux plus que tout, c'est quoi alors? S'il y avait un message à entendre, que tu as envie que les êtres humains prennent conscience de... Qui sont pas au centre du monde, que Jérusalem n'est pas le centre de l'univers, que la Mecque non plus, que la Wall Street n'est pas le centre du cosmos, Pékin non plus, c'est tout, c'est déjà pas mal. Tu te rends compte le nombre de groupes sociaux sur Terre qui sont convaincus qu'ils ont la science infuse, la vérité, quoi. Il faut que ça crée des conflits. Ah ben oui, mais c'est fou. Alors, c'est pour ça que ce mot d'apocalypse, c'est pas mal choisi, parce que ça veut aussi dire révélation, quoi. Oui. Hein, et la révélation... L'heure des révélations, on y est peut-être, non? On attend, on pense à une catastrophe, il y a beaucoup de personnes qui parlent de catastrophe depuis très très longtemps, qui va se passer, et puis finalement... Oui, mais cette révélation, ce sont des montagnes qui accouchent de souris. Les gens qui sont... Non, mais les gens qui ont... Mais regardez, quand on parle d'énergie libre, voilà un mot. Il n'y a rien derrière, rien de concret. Bah, Foster Gamble, il a bien bougé les choses quand même aux États-Unis. Oui, je ne sais pas. Moi, je reste un peu sceptique. Il y a des choses tellement plus simples. Par exemple, comment se fait-il que les scientifiques ne fassent pas une croisade puissante contre le nucléaire? Ce nucléaire-là, je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir une fusion aneutronique extraordinaire. C'est un peu comme si on avait des poêles pour chauffer, et ça produit de la strychnine, quoi, ou du cyanure. Ah, vous comprenez, la fumée, on est obligé de la mettre dans les sacs, on la garde parce que c'est très toxique. Bah oui, si c'est toxique, on ne pourrait pas faire de feu. Bah là, il y a un feu nucléaire intelligent avec lequel on pourrait avoir de l'énergie. Vous vous rendez compte ce que c'est si on dit tout d'un coup, on a autant d'énergie qu'on veut, tout ce qu'on peut faire. Mais simplement, formidable, on va se taper sur la gueule avec ça. Extraordinaire. Parce que une bombe à antimatière, ce sera 10 000 fois plus puissant qu'une bombe à hydrogène. Vous allez avoir un engin qui va avoir la taille d'une valise, qui va avoir la puissance de destruction de toutes les armes nucléaires présentes sur Terre. Mais ça, quand on réalise les pouvoirs de destruction des stockages des armes nucléaires, tout le monde le dit. Chaque être humain a je ne sais combien de tonnes de TNT sur la tête. Comment on peut vivre avec un truc pareil, sans blague? Alors moi j'ai ça, toi t'as ça, moi t'as ça. Voilà. Et, où est la sagesse là-dedans? Arrêtons. Ce que j'aimerais faire passer, est-ce que les peuples vont être capables de dire arrêtez, nous ne voulons pas ça? Allez faire comprendre ça à Trump. Allez faire comprendre ça, c'est fou. Et j'avais une question, j'ai oublié. S'il y a d'autres choses, est-ce qu'il y a un autre message que tu aimerais faire passer, d'autres informations? Là, on en profite parce que... Mais il y a des connaissances qu'on possède. Par exemple, sur la métaphysique, on est sur le point d'ouvrir la boîte de Pandore. On est sur le point d'expliquer ce que c'est que la vie, ce que c'est que la conscience. Mais
l'expliquer ce que c'est, ça ne veut pas dire qu'on saura le manipuler. Vous voyez, par exemple, actuellement, on dit, mais on a fait des tas de progrès sur le vivant. C'est vrai qu'il y a un siècle et demi, je crois que c'est 1850, on pensait que tout ce qui était lié à la biologie, c'était en rapport avec la vie. Hein. Et il y a un chimiste allemand qui a fabriqué de l'urée. Hein, c'est-à-dire qu'on savait analyser les choses et tout d'un coup, ah tiens, on a fabriqué de l'urée. C'est quand même une molécule assez compliquée. Puis après, on a fabriqué n'importe quoi. On peut synthétiser des vitamines, on peut synthétiser des tas de choses. Alors maintenant, on a fait une chose, c'est qu'on a cartographié l'ADN humain. Vous vous rappelez ce grand progrès? Alors à ce moment-là, on peut prendre des petits morceaux d'ADN ici, les mettre là. Vous savez, on peut prendre une souris, et puis on lui donne un fragment d'ADN qui a un papillon de nuit, elle devient phosphorescente. Alors vous avez une souris phosphorescente, c'est génial. Vous-même, vous pourrez se démerder pour que la nuit, vos cheveux éclairent. Bon, mais là, c'est un jeu d'apprenti sorcier. En fait, c'est pas parce qu'on a compris ces différents segments, entre les deux, il y a des chaînes moléculaires dont on ne comprend pas la fonctionnalité. En fait, on ne sait pas comment ça marche. La vie, on devrait la respecter, on devrait essayer de la comprendre. Ce serait déjà pas mal. Parce que le vivant, il a sa propre intelligence. Et il essaye de... Donc cette intelligence du vivant, elle va vers le progrès. Regardez, l'évolution de la vie, ça crée pas des monstres. Et c'est pas seulement le darwinisme avec le meilleur qui gagne, c'est qu'il y a une sorte d'intelligence pour essayer de fabriquer quelque chose qui marche, qui fonctionne, dans un but, quoi. On fabrique quelque chose pour que vous puissiez communiquer, pour que vous puissiez échanger, tout ça. Nous, quand on voit les histoires de Laurent Alexandre, là, qui pense qu'on va vivre 1000 ans, et tout ça, là, le transhumanisme, par exemple, voilà, formidable, on va avoir des implants qui vont nous permettre de réguler ceci. Arrêtons. Et franchement, moi je me rappelle en 95, j'ai reçu des documents, ou 92, vraiment, il y avait toute une tirade sur le fait qu'on fabriquait nos maladies avec notre nourriture. Vous savez, en 92, il n'y a pas beaucoup de gens qui disaient ça. Maintenant, ça commence à devenir évident. Hein. On fabrique nos maladies, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais... si vous rencontrez des extraterrestres, vous ne pourriez pas leur demander comment on peut guérir le cancer. Il faudrait d'abord commencer à apprendre à ne pas le faire provoquer. Vous avez les problèmes de nutrition, les problèmes d'environnement, puis après, la vie que les gens mènent. Moi, je voyais un truc, par exemple, actuellement, il y avait un reportage où il y a des gens qui disaient, oui, alors on s'aperçoit que dans les grandes villes, il y a de plus en plus de gens qui font des dépressions. Alors on se demande pourquoi, parce que la vie qu'on mène, elle provoque tout ça. Mais ces implications, j'étais en train de penser à Nassim Haramein qui présente dans ses conférences l'Égypte et comment l'Égypte a été construite finalement et tout ça, et toutes ces anciennes civilisations. Est-ce que, enfin là, par rapport aux extraterrestres, je veux dire, ça, le fait qu'on accepte, ça change toute notre histoire. Ah, écoute, si tu veux qu'on rentre là-dedans, on fait une autre émission. Je sais bien, mais juste en deux mots sur l'Égypte. En deux mots, l'Égypte, c'est quelque chose de pharaons, c'est très bizarre. Les pyramides, mais oui, mais bien ces sûr. Gros blocs de tonnes qui ont été déplacés. Oui, mais... D'où vient cette technologie? En deux mots. C'est pas deux mots. Je sais bien, mais c'est passionnant, tout. Voilà. Parce que là, il y a ce problème très amusant, des problèmes des vies antérieures. Voilà. Et je me rappelle la première fois que j'arrive en Égypte, j'ai un hôtel près des pyramides, et puis la nuit, tout d'un coup, je me réveille, je suis à 50 cm du sol, je passe au travers du plafond. J'ai raconté tout ça dans une bande dessinée, simplement, cette histoire-là, je l'ai mis comme si elle était vécue par mon personnage. En fait, c'est moi qui l'ai vécue. Je me suis retrouvé en train de planer avec une petite jupe plissée et des sandales, en arrivant sur le plateau de Gizeh, voilà. Et là, j'arrive et je tombe sur un prêtre avec peau de panthère et crâne rasé qui m'engueule parce que je suis en retard au boulot. Et je réalise que, en fait, je suis dans une vie antérieure, que j'ai 14 ans, que je suis son neveu. Et j'ai envie de lui dire, tonton, gueule pas comme ça, je comprends pas un mot de ce qu'il dit. Et c'est pas ce que j'ai fait. C'est que j'ai regardé comment ça marchait. Et en revenant, j'ai pris des notes. Et ça, vous trouverez ça dans les bandes dessinées. J'ai appelé ça le secret d'Imhotep. Alors l'Égypte, vous voyez, alors là, d'où viennent les connaissances? Je prends par exemple mon maître, le mathématicien Souriau. À un moment, je lui ai dit, mais Jean-Marie, d'où est-ce que tu sors toutes ces idées? Il m'a dit, mais comme tous les mathématiciens, en rêve. Mais oui, mais ils ont des vies secrètes, ils vous le diront pas. Un type comme Grothendieck, qui ne cherchait qu'une chose, c'est être en contact avec l'invisible. C'est étonnant quand même. Ouais. Quel menteur, quel fou, quelle dissimulation. Au moins Tesla, lui, il osait dire. Oui, Tesla le disait carrément, mais d'où ça vient? Ouais. Puis voilà, on ne sait pas très bien. Mais alors pour l'Égypte, c'est extraordinaire, parce que vous avez l'ancien empire qui dure de 2700 jusqu'à 2200 avant Jésus-Christ. Tout d'un coup, il s'effondre.
après ça repart. Je vais faire une vidéo là-dessus, parce que je vais reprendre un thème qui a été présenté sur la 5, qui était formidable. Moi, je me souviens d'un truc comme ça. On va dire quelques mots de ça, parce que c'est important. Vous voyez, actuellement, on vous bourre le mou avec l'empreinte carbone, le réchauffement climatique dû à l'homme, etc. Bon, première chose, il y a un truc marrant, c'est que le réchauffement climatique, Mars se réchauffe aussi. Et à mon avis, il n'y a pas de Martiens là-bas. D'où ça vient le réchauffement climatique de Mars? La température monte. Bon. Mais là, vous avez un truc, par exemple, c'est que on s'aperçoit que l'Ancien Empire, en 2200 avant Jésus-Christ, il s'effondre totalement. Après le règne de Pépi II, qui est mort à 90 ans, tout se casse la gueule. Alors à ce moment-là, vous avez un premier égyptologue avec un physicien qui décide de faire des carottages dans la calotte glaciaire du Kilimandjaro. Hein, alors à ce moment-là, vous savez, quand on prend la glace, comme ça, on a une sorte de signature du passé. Alors le type nous emmène dans une chambre forte, il a une belle carotte comme ça, il dit ça c'est 5000 ans d'histoire de l'Égypte. Et tout d'un coup, on voit une bande noire de 5 mm de large. Une bande noire, qu'est-ce que c'est? C'est pas le volcanisme, c'est de la poussière désertique. Donc à cette époque-là, on date ça dure 20 ans. En 2200 avant Jésus-Christ, il y a eu tout d'un coup une désertification hallucinante de l'Égypte. Bon. Deuxième bonhomme, lui, il va se situer sous le delta du Nil, dans un truc qui s'appelle le lac Moéris, M-O-E-R-I-S, lac Moéris. Donc le lac Moéris, c'est pas très grand, mais on voit très bien qu'il était 10 fois plus grand dans le plan. Pour le moment, il fait 4 ou 5 mètres de profondeur, et avant, il faisait 70 mètres, il y a beaucoup d'eau. Et à ce moment-là, le bonhomme fait des carottages dans la vase du lac, et dit voilà, nous avons 5000 ans d'histoire de l'Égypte. Alors qu'est-ce qu'on trouve? C'est pas une bande noire, c'est une bande rouge qui correspond à de l'oxyde de fer. Et le type dit, vous voyez, à cette époque-là, le lac était presque à sec. Donc la désertification, on la trouve. Quelle époque? 2200. Quelle durée? 20 ans. Troisième personnage, une femme, qui dit, bon, moi je m'intéresse aux crocodiles. Alors les crocodiles d'Égypte, ceux qui étaient dans les temples, c'est pas exactement ce qu'on trouve maintenant. On appelle ça les crocodiles du désert. Et les crocodiles du désert, on en trouve encore qui sont vivants, mais en Mauritanie, à 5000 km à l'ouest. Bon. Alors, elle a fait un test ADN sur les momies des crocodiles égyptiens et sur les crocodiles de Mauritanie, c'est les mêmes. Or, les crocodiles, ça traverse pas le désert sur les loups de chameau. Hein, bon. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Alors, ensuite, je me rappelle, elle montre un truc, elle dit, voilà, on en a trouvé au Maroc, en Libye, au Tchad, au Congo, partout. Autrement dit, ça veut dire une chose, c'est que il y a, antérieurement à 2200 ans, toute l'Afrique, comment dire, jusqu'au Maroc, c'était vert. Et vous avez une chose, quand vous allez en Égypte, vous avez le tombeau du pharaon Ounas. Il y a une chaussée qui mène à ce pharaon. Et au mur, il y a un bas-relief. Et ce bas-relief, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gazelles, et surtout, on voit ces animaux qui s'appellent les oryx. Vous savez, c'est les gazelles qui ont des grandes cornes, comme des lances, quoi. Bon. Et à ce moment-là, l'idée, c'est comme il y en a seulement au Kenya, peut-être que les Égyptiens faisaient des expéditions pour ramener des animaux comme ça. Mais non! Ce que dit le bonhomme, c'est qu'il y avait ça autour des pyramides. Et ce désert total, vous savez, quand vous êtes en Égypte, vous avez les pyramides, et puis vous pouvez jeter un œil, vous avez en plus le site de Dahchour avec la pyramide rhomboïdale, on les voit toutes comme ça, elles sont là. Bon, et ça, c'est vraiment du sable. Eh bien, il y a 2500 ans, c'était la savane avec des arbres. Tout concorde là-dedans. Alors simplement, il y a une chose, c'est que tout d'un coup, il y a eu un effondrement météorologique grave comme ça, avec une désertification épouvantable, et il n'y avait pas de technologie. C'est pas l'émission de carbone des usines qui a créé ça. Voilà. Moi, je vais faire une vidéo en disant, voilà, réfléchissez. Alors, il y a déjà ça. Ensuite, la température monte sur Mars. On est en train de nous culpabiliser, en disant, vous vous rendez compte, avec votre pot d'échappement, vous allez... Non, moi, j'y crois pas. Et vous savez, quand on parle du carbone, vous savez que l'océan absorbe le gaz carbonique. Donc quand on chauffe, le gaz carbonique est libéré. Alors qu'est-ce qui est la cause? Bien sûr, il y a une corrélation entre la température et la quantité de gaz carbonique. Mais est-ce que c'est le gaz carbonique qui a créé l'échauffement ou est-ce que l'échauffement... Voilà. L'échauffement, bon, voilà. Enfin, c'est un autre sujet. Oui. Mais les pyramides, elles sont arrivées comment? Les pyramides sont arrivées... Ah oui, ça, moi, je pense que il y avait des technologies bien plus avancées. Allez voir, vous savez, j'ai un site qui s'appelle Savoir sans frontières, www.savoir-sans-frontières, vous cherchez ça. Bon. Et puis, vous avez une bande dessinée qui s'appelle Le secret d'Imhotep, 150 pages.
Lisez ça, vous allez vous régaler. Ouais. Vous allez voir ce qu'on arrive à faire. Par exemple, il y a des gens qui disent, vous vous rendez compte, ces gens-là, ils arrivent à joindre des pierres au dixième de millimètre. C'est vrai, on va dans la grande pyramide, on n'arrive pas à glisser une lame de rasoir. On dit comment ils ont fait. Alors, moi, j'ai un ami qui, lui, s'occupe de la réfection du temple de Karnak. Il a trouvé. Et simplement, on prend des blocs de pierre comme ça, on les met face à face, et ils ont une légère concavité, et comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont en contact par les bords, mais ça fait quelques millimètres. Et à l'extérieur, c'est assez irrégulier. Et à ce moment-là, il a fait ça avec des blocs de pierre de plusieurs tonnes. Il prend une lame de cuivre, et il s'en sert comme d'une lime. Quelle est la... Je ne me rappelle plus quelle est la roche qui contient elle-même son propre abrasif. C'est une roche secondaire qui est faite avec du calcaire et du quartz. Donc à ce moment-là, il suffit de faire ça avec son truc de cuivre et on lime tout ça. Donc à ce moment-là, quand on lime tout ça, après on met des petites cales et quand on fait le tour du bloc, si on enlève les cales, kang, ça tombe et la jonction n'est pas plane. C'est irrégulier, mais c'est extraordinaire une jonction irrégulière. C'est excellent pour résister au séisme. Faut pas que ce soit plat. Si vous mettez une surface plane de contact, boum, ça va glisser. Et comment on bouge des blocs de pierre de 2 tonnes? Comment on les bouge? Allez voir sur la bande dessinée, 40 tonnes sans problème. Je vous assure actuellement, si quelqu'un voulait financer la construction d'une pyramide, j'accepte d'être architecte. Hein. Excellent. Oui, absolument, absolument. Je m'engage. Voilà. Je ferai une vie, quoi. C'est pas mon marque. Et tu serais capable aussi d'orchestrer des vaisseaux spatiaux, de les créer? Il faudra un peu de temps. Tu sais, il y a une Avec chose. les moyens, Il y a une un chose, peu de temps. Il y a une chose, c'est qu'il y a une dame que j'ai rencontrée il y a 8 ou 15 jours qui m'a dit oui. Moi, il m'est arrivé de passer au travers d'un mur. Tu sais, quand il y a des abductions, quelquefois, les gens disent, on voit ça dans le film, je me souviens. Moi, je fais une autre parenthèse. J'ai un très bon copain qui est Robert Salas. Tu as entendu parler de Robert Salas? C'est un Américain qui était capitaine en 1967 dans un bunker et qui contrôlait 10 missiles Minuteman. Et puis, il y a un ovni qui est arrivé en haut et tous les missiles étaient par terre, quoi. Ils ne marchaient plus, quoi. Bon, alors déjà, il a une expérience ovni de ce côté-là. Mais quelques années plus tard, avec sa femme Marilyn, tout d'un coup, avec Marilyn, on se retrouve à 50 cm au-dessus du lit, et avec des petits grilles autour, et nous voilà qui allons vers le mur, et moi, il dit, moi j'allais vers la porte vitrée, et je me suis dit, comment ils vont faire, parce que je l'ai fermé à clé, il est passé au travers. Bon, alors, donc, il y a des abductions, et les gens passent au travers. Et là, il y a 15 jours, je dois être une brave dame qui me dit, ben moi ça m'est arrivé, et alors quand mes pieds sont arrivés en contact avec le mur, eh bien, la matière du mur et la matière du pied ont disparu et ça fait des petites paillettes lumineuses. Alors voilà une autre physique. Alors j'ai dit, écoutez, ce qui est possible, on le fait de suite. Je prends note. Peut-être que dans quelques années, j'aurai trouvé comment on passe au travers des murs. C'est extraordinaire. Voilà. Sans fin. Eh bien, dis donc, on va devoir faire une autre vidéo un jour. Oui, on va se retrouver. Voilà, quand tu veux. T'as encore plein de choses j'espère que de plus en plus de vidéos seront faites. Et puis répondre à des tas de questions. Surtout la métaphysique, c'est génial, hein, franchement. Ça alors, ça va être la boîte de Pandore, le prochain bouquin. Ouais, s'il te plaît. Ouais, ça me plaît, mais surtout, je commence à devoir avoir des scientifiques qui réfléchissent à tout ça. C'est passionnant. C'est passionnant et c'est une science venue d'ailleurs, voilà. Et moi, j'avoue, je vais faire tu sais, la formule mathématique qui permet de résoudre le problème. Je vais faire une vidéo qui s'appellera Mathématiques venues d'ailleurs. Il y aura toute la démonstration. Bah, c'est un peu ça, ce que tu nous proposes. Ah oui, mais là, ce sera vraiment... l'étudiant de maths sup pourra suivre ça. Il faut juste savoir ce que c'est qu'un log, un cosinus, une exponentielle, le petit matériel, quoi. La maison du bricolage, quoi. Qu'est-ce qu'il vous faut, si vous savez ça, alors je vous emmène n'importe où. Quelle promesse. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sens que tu es tellement passionné. On a dépassé l'heure, là, non? Ah, on a dépassé l'heure. Facile, ben voilà, c'est comme ça. On a dépassé l'heure et tu peux la faire en anglais aussi. Malheureusement, on a commencé à... tu reviendras. 5 heures, voilà. La maison est très agréable. Voilà, on reviendra. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Moi aussi. Merci pour tes livres. Vous pouvez retrouver tous ces livres et les cartoons et tout ça. Je suppose qu'ils sont édités où, la bande dessinée? Ils ne sont pas édités. Ils sont pas édités, mais on peut pas du tout la trouver? Non, c'est téléchargeable gratuitement. J'ai 540 bouquins téléchargeables gratuitement. Ah d'accord. Ça, on voit sur Internet et on trouve et voilà. Voilà, en 40 langues.
Magnifique. Parce qu'un jour, j'ai demandé des sous aux internautes, j'ai reçu plus de 100 000 €. Alors, on a payé les traducteurs, on est deux à s'occuper de ça, mon ami Gilles et moi. Et on a une comptabilité nickel, tout le monde peut voir les sous qu'ils ont donnés. On n'a jamais même réussi à se payer une bière. À un moment, quand on arrivait à la 100e traduction, on s'est dit quand même, on va se payer une bière sur le compte de l'association. On n'a pas eu le temps. Maintenant, on a dépassé les 500 traductions, quelque chose comme ça. Extraordinaire. Dans toutes les langues. Wow. C'est chouette. Wow, bravo. Disons que quand je serai mort, si on se souvient de ça, je serai content. Ouais, t'en as laissé des graines. Je suis fier de ça. Voilà. Ouais, bravo. Ouais, y a de quoi, hein, parce que juste avec des vidéos, je vois le temps que ça prend de faire traduire des vidéos. Alors des livres entiers scientifiques, waouh. Mais déjà, tu vois, pour le modèle Janus, j'ai passé toute l'année 2017 à faire 32 vidéos. Et parce que je me suis aperçu que la vidéo, c'était le média le plus important actuellement. Plus que le livre. Oui, c'est pour ça, if you had a call to action, si tu avais quelque chose à dire, un appel aux personnes, ça va très vite, là. Oui, ben justement, le problème, c'est que j'arrive pas à passer... C'est informez-vous, c'est... J'arrive pas à passer outre-Atlantique, je comprends pas. Moi, on a dépensé 10 000 € pour payer des traducteurs qui ont fait des sous-titres en anglais, en bon anglais. Il n'y a pas vraiment d'écho. On va faire une petite vidéo vite fait en anglais. On va faire un petit 10 minutes. Allez. Ok. Ok, on vous embrasse, mes délicieux co-créateurs. Gros bisous. À bientôt.